Pro. Le Scrambler était sorti l'année dernière, il est déjà revu et corrigé par Triumph avec 10 chevaux de plus, avec de nombreux détails sur la partie cycle et de nombreux détails de finition. C'est une moto qui répond à tous les codes du Scrambler, c'est-à-dire le petit porte-paquet, le pot en position haute, les pneus tout-terrain, les jantes à rayons, la position un peu typée cross. C'est ce qu'on appelle un Scrambler, c'est-à-dire c'est une moto qui devrait être apte à faire du off-road. Alors, qu'est-ce qui a été revu? Fondamentalement, il y a le moteur de 900 cm3, donc un twin parallèle qui a gagné 10 chevaux. Cette moto, elle a été revue en profondeur aussi sur le train avant qui bénéficie de suspension cartridge et puis les étriers Brembo sur l'unique frein à disque. En action, c'est suffisant ce freinage, d'autant qu'il est couplé avec l'ABS, mais il est désactivable cet ABS. Il y a un petit bouton I au pouce gauche qui désactive très facilement l'anti-patinage et l'ABS. Mais c'est seulement sur cette Street Scrambler. C'est une option dont ne bénéficie pas la Street Twin. Les atouts de cette Triumph Street Scrambler 900 sont surtout des atouts esthétiques. Il y a énormément de détails de finition comme les roues à rayons. Il y a aussi le garde-boue. Il y a une option garde-boue haut. Il y a une option aussi pour un pot unique qui est très très beau. On a également au niveau de la finition le bouchon de réservoir qui est très bien, un nouveau package électronique. En option, il y a également un petit porte-paquet ou une selle longue. Alors en action, cette Street Scrambler se comporte plutôt bien grâce à ces Metzeler Tourance. Alors ce sont des pneus qui se comportent aussi bien sur le sec que sur le mouillé. On a une position de conduite qui est plutôt haute. Le comportement au guidon est bien meilleur que sur le Street Twin. Elle a un comportement très vif. La garde au sol n'a pas été fondamentalement revue. C'est une moto qui est un petit peu off-road. Ce n'est pas une moto fondamentalement off-road. On regrette que Triumph n'ait pas pensé à échancrer davantage encore l'échappement qui sort côté droit, puisque en usage off-road, on se met d'ordinaire debout et là, ça gêne un peu les jambes. C'est une moto qui répond à tous les codes du Scrambler. C'est la mode en ce moment et Triumph voudrait se réapproprier ce Scrambler. Cette Street Scrambler, elle est proposée pour un prix de 11 000 €. C'est le premier prix. Après, les versions couleur et bicolore sont un peu plus chères, donc 175 € et 300 € supplémentaires. Bonjour, cette année nous célébrons les 60 ans de la Triumph Bonneville, une des plus emblématiques anglaises qui ait existé. Et nous avons rendez-vous avec Laurent Romuald, le boss de Machine et Moteur, un bouclard spécialisé dans les vieilles anglaises, pour parler de cette machine iconique. Salut Laurent. Ah, salut Jean-Louis. Ça va? Bien et toi? Bien, bien. Je peux te déranger 5 minutes pour qu'on parle des Bonneville? Avec plaisir. Bon Laurent, ici, il y a des anglaises partout, plutôt des vieilles. Ton activité, donc, c'est restaurer et entretenir toutes ces belles machines? Bah écoute, Machine et Moteur est installée depuis 1994 et notre activité principale, effectivement, c'est la restauration, l'entretien des motos anglaises, principalement les Triumph Bonneville et les Norton Commando qui sont un peu nos deux fers de lance. On s'occupe aussi d'autres machines. Laurent, nous sommes devant une Bonneville 66. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette machine a été révolutionnaire lorsqu'elle est sortie?
Bah écoute, je dirais tout simplement parce que c'était la meilleure. Non, je rigole. La Triumph Bonneville, c'est tout simplement l'archétype de la moto sportive, simple, pratique, efficace, légère. Les motos à l'époque étaient quand même relativement lourdes, assez sobres, plutôt tristounettes. Les motos étaient en général noires. Donc la Bonneville est arrivée en 59. Elle était orange et crème, avec un look plutôt moderne par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et puis encore une fois, c'était d'abord et surtout un super moteur. Tu aurais pu poser quand même une question principale, Jean-Louis, c'est pourquoi la Triumph Bonneville s'appelle Bonneville? Écoute, tout simplement, peu de gens le savent ou quelques-uns le savent, parce que Bonneville, c'est le nom du lac Salé dans le nord de la Californie, donc en Utah, où s'effectuaient les records de vitesse. Et en 1956, Triumph bat le record du monde de vitesse sur ce fameux lac Salé de Bonneville. Donc lorsque sort la Triumph Bonneville en 1959, pour rendre hommage à ce record, Triumph appelle son nouveau modèle Bonneville. Alors est-ce que tu peux nous donner les grandes évolutions techniques de la Bonneville, succinctement s'il te plaît? Écoute, c'est une histoire assez longue, donc on va essayer de la résumer. La Bonneville sort donc en 1959, est issue de la Triumph T110, donc elle a simplement 2 carburateurs, des pistons qui compriment un peu plus, un look plus moderne, plus sympa. Donc la moto est produite pendant 1 an. En 1960, 61, 62, grosse transformation chez Triumph. Il y a un nouveau cadre qui apparaît. Pour des raisons techniques, ce cadre ne plaît pas au public. Donc en 1963, on ressort un nouveau modèle, avec un cadre comme le premier modèle, simple berceau qui se dédouble, avec un moteur par contre unit, c'est-à-dire que tout est compris dans le moteur. C'est un moteur, on va dire en français, les Anglais disent unit, nous on dit motobloc, c'est-à-dire que la boîte, l'embrayage sont incorporés dans les mêmes carters. Voilà, donc ça jusqu'en 1970, où là, un nouveau modèle apparaît, en 71. On va dire que c'est les prémices des Triumph modernes. C'est la nouvelle Bonneville qui donnera naissance au T140, 750, qui vont être produites jusqu'en 1983, jusqu'à la fermeture de l'usine de Mériden. Ensuite apparaît les nouvelles Bonneville, avec l'usine d'Hinckley, où là, le monde moderne est là et tout va bien. Est-ce que c'est une moto de collection facilement utilisable encore aujourd'hui? L'avantage des motos anglaises et principalement de la Triumph Bonneville, c'est que les Anglais fabriquent toujours des tas de pièces détachées pour ces motos, quasiment tout, on ne trouve pas tout mais presque tout, donc c'est relativement facilement utilisable, hormis le fait que c'est quand même une moto ancienne, comme tu le dis toi-même, une moto de collection, donc c'est une moto qui freine pas extraordinairement par rapport aux motos modernes. C'est une moto qui a des petits caprices. C'est une moto qui suinte un peu. Les Triumph ne fuient pas. Elles suintent. Elles respirent en fait. Elles transpirent. Et donc oui, on peut utiliser une Triumph Bonneville au quotidien. Bon, merci Laurent. Allez, Jean-Louis, ça m'a fait plaisir de te voir. Et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Profitons de cette émission entièrement consacrée à Valentino Rossi pour vous rappeler qu'en 2016, un jeu vidéo entier lui était dédié sous le nom de, vous avez deviné, Valentino Rossi, The Game. C'était développé par les Italiens de Me & Stone, les mêmes qui ont développé MotoGP 18 que j'ai eu la chance de tester avec Johan Zarco dans le back gaming de l'émission précédente. Ne perdons pas de temps, image du trailer. Si vous cherchez un cadeau complémentaire au livre de Michel Turcot, alors ce jeu doit être sur votre liste. Surtout qu'on peut le trouver aujourd'hui un peu partout à petit prix sur PS4, Xbox et PC. Pour conclure, et au nom de toute l'équipe du Bike Gaming, c'est-à-dire moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2019 pour de nouveaux tests et plein de nouvelles surprises.
Alors l'histoire des Dandy Riders, en fait les Dandy Riders c'est une bande de copains au départ et on a décidé de monter ça comme ça pour le fun, juste pour rire, pour rien, il n'y avait pas envie de se prendre au sérieux, on se prend d'ailleurs toujours pas au sérieux, c'était vraiment juste une histoire de copains. On trouvait qu'il manquait quelque chose dans notre région en fait, on est dans une région extraordinaire, il fait beau quasiment toute l'année, on a la mer, on a des belles routes, on a la montagne pas loin et puis il n'y avait rien dans ce milieu-là qu'est le nôtre en fait, c'est la custom culture en fait. Et on s'est dit, bah tiens, et si on faisait quelque chose, nous les Dandy Riders, et on a décidé d'organiser ce festival. Triumph est cofondateur des DGR. Triumph, dans ce style de moto, est vraiment présent depuis 1920, depuis très longtemps, très longtemps. Donc on propose des motos qui vont vraiment dans le style de tout ce qui se voit ici. Des T100, des T120, des Scramblers, des Street Twin. Donc vraiment on a notre place ici et les gens sont heureux de trouver Triumph. Après, bon, il y a beaucoup d'exposants et ce qui permet aux gens qui viennent voir les Triumph de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent proposer au niveau des accessoires et en complément. Voilà. Je suis un passionné de moto, je roule depuis 27 ans en Harley. Donc là aujourd'hui j'ai un Chopper 70s, donc un Chevrolet de 74. Je customise beaucoup de casques, des réservoirs, des motos complètes. Donc voilà. C'est un salon pour passionnés, de toute façon la moto c'est une passion, donc c'est un art de vivre. Dans le mot dandy, il y a un côté, c'est vrai, un peu de gentleman, mais bon c'est plus, je pense que c'est plus ironique que le mot pur dandy. L'idée du Dandy Rider Festival, c'est on est complètement dans la custom culture, donc ce sont des gens qui roulent avec des bécanes des années 40, 60, 70, 80, on essaye de limiter à 83 et toutes les motos après 83, il faut que ce soit de la néoclassique, quoi, des néo-rétro. Aujourd'hui c'est la grande mode, la grosse tendance chez les marques comme Triumph, BMW, Moto Guzzi qui relance ce phénomène-là. Un travail essentiellement basé sur des habillages, des ensembles bois sur moto. Donc on a développé il y a maintenant 2 ans et demi. Voilà, c'est un concept sur une XS 650 qui sert un petit peu de vitrine. Après c'est du sur-mesure, c'est comme un mobilier en fait, ou une coque de bateau qu'on va travailler. On va amener un certain design pour que ça soit cohérent au niveau de la ligne, une certaine élégance aussi, en fonction de la machine. Donc au niveau des détails de finition, on peut également faire des petits inserts comme ceci au niveau des cornets de filtre à air. Donc là c'est vrai qu'on a poussé un petit peu le vice en trouvant des systèmes d'écope de refroidissement de Lambretta des années 50. Ici on a également travail sur les poignées de la machine, les entourages de compteurs avec des pièces fabriquées tout à la main en aluminium. Un petit détail de finition qui a son importance, c'est simplement le bouchon qui lui a été collé, encastré en récupérant la partie d'origine et en faisant comme un tenant mortaise pour pouvoir l'insérer et le coller. Là on a récupéré une bande d'aluminium avec quelques petits trous pour le côté déco. Donc pour cette 650 XS Yamaha, nous avons développé 2 coques, un ensemble monocoque avec réservoir intégré et un autre ensemble avec une récupération de réservoir acier qu'on a retravaillé. Une sellerie cuir, on a fait un rappel sur le réservoir avec une couleur identique et un filet noir pour rappeler un petit peu les coloris du moteur et des disques, enfin des tambours avant et arrière. Le dimanche, on organise donc le Distinguished Gentleman Ride. C'est un ride qui, l'an dernier, réunit plus de 300 motos et 300 gentlemen en fait. L'idée elle est là, on est tous habillés en gentleman, mais c'est pour la bonne cause parce qu'en fait on demande à ce qu'il y ait des dons qui soient faits sur le site de gentlemanrides.com pour la lutte contre le cancer de la prostate.
connu le stunt comment? C'était le Stunt Bike Show, je crois. J'avais vu Duke, il y avait Brestunt, et c'est eux qui m'ont donné envie de rouler sur un parking. J'ai mis le pied dans ce milieu super tardivement en fait. Pour moi le stunt c'était juste un truc qui était intouchable en fait. Et c'est suite au Burns Day en 2008 où je me suis dit on va prendre une moto, on va essayer déjà de changer un peu l'image qu'on avait parce que nous on faisait les cons sur la route et on commençait à être franchement mal vu. Et puis d'essayer de voir si on savait transposer ce qu'on faisait sur la route. Puis en fait pas du tout, c'est pas transposé quoi. Tu repars de zéro. J'ai toujours regardé en fait, j'ai toujours voulu m'y mettre, hein. J'avais toujours ça dans un coin de ma tête en fait. Il y avait mon père quand j'étais gamin qui m'avait amené au Burns Day, ça devait être un des tout premiers. Et puis là, il y a un an, j'ai eu l'occasion de m'y mettre. Sur le forum Crazy Moto à l'époque, ça parlera aux anciens. Il y avait justement Rage, Blade, enfin les Switch Riders, et plein d'autres mecs, des Américains qui faisaient du stunt et ça m'a donné envie, j'ai dit moi aussi je veux faire pareil. Ça plus malheureusement à l'époque on allait en 50 au lycée, un ami d'enfance qui s'est tué sur la route parce qu'il faisait n'importe quoi et du coup j'ai dit on va arrêter les conneries. J'étais allé voir un show de stunt sur Valence. J'aurais bien aimé essayer mais je me disais que les mecs ils avaient un don pour faire ça et que c'était un peu inaccessible. D'avoir suivi Thomas en tant que spectateur pendant plusieurs années, bon, j'étais curieux de découvrir, donc un jour j'ai dit bon allez, je vais essayer. C'était mon père qui avait le magasin Kawa à Aix et qui avait un apprenti qui s'appelle Camille Angot et il m'a dit j'ai un apprenti, il fait des roues arrière, ça va te plaire, va le voir, prends ta caméra. Et quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est exactement ce qui me plaît quoi. Voilà, j'ai commencé à filmer. Petit à petit, je m'y suis mis en même temps que lui, il roulait déjà sur un 1100 GSX-R. Et je pense que quand j'ai commencé, en fait, tu vois, j'avais toujours un objectif. Donc au début, je voulais faire le bout de mon champ en wheeling, tu vois, genre. Après, je suis allée sur un parking, je voulais faire ça, je voulais faire un wheeling à une main, un wheeling les jambes sur le guidon. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu l'envie de toujours faire un truc nouveau qui me pousse à continuer, quoi. Je sais pas, j'aime trop apprendre un truc, tu vois, ça m'apporte vraiment de la satisfaction d'entrer un nouveau trick, de toujours dépasser ma limite. C'est mon petit plaisir d'aller rouler, quoi. Donc je fais. Si j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais ça beau, en fait. C'est les étonnements. J'étais étonné de ça, donc j'ai dit waouh, je veux faire pareil quoi. Alors Christian, ça y est, on est les projecteurs sur toi. Tu vas être le témoignage de notre deuxième témoignage sur cet âge d'or des pilotes français, sur ce livre dont tu fais la couverture. Très belle couverture. Et merci. Vas-y. Excuse-moi. Non, j'ai rien à dire de spécial. C'est vrai qu'il y a eu un âge d'or des pilotes français. Et je pense qu'il ne faut pas parler comme ça au passé. Il y a eu, mais il y aura encore. Il y aura. Parce que j'ai appris que l'histoire du sport en général et du sport moto, bien sûr, il est comme ça, avec des vagues, des creux, des hauts. Et il y a toujours, évidemment, quelques individus pour tirer une nation vers le haut. Il y a eu une époque, donc, avec Patrick Ponce, Michel Rougeret, etc. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, il y a, vous le savez, Johan Zarco et Fabio Quartararo qui, en catégorie Rennes, sur lesquels on met de gros espoirs. Eh bien, peut-être qu'ils vont tirer aussi toute une génération de jeunes pilotes vers le haut. On l'espère. Mais pour cette génération-là, je précise, Christian Sarron est en couverture du livre, parce qu'il reste quand même le pilote emblématique de cette fin 70, début 80, et puis le pilote aujourd'hui français qui reste le plus capé dans la catégorie Rennes. Donc alors, à tout seigneur, tout honneur. Tout seigneur, tout honneur. Un petit rappel de ta carrière quand même, si besoin en était. Tu as couru en Grand Prix de 76 à 92. À 90, ça fait 15 années de Grand Prix. 90 exactement. 139 courses, 37 podiums, 10 pôles, 7 victoires, 2 fois 3e en 500, une fois vice-champion en 2,5 et surtout un titre de champion du monde 250 en 1984. Oui, c'est vrai, j'étais également vice-champion en 750 et 3e en 750 et meilleur privé à chaque fois en 77 et 78. En 83 aussi, tu es 2 ou 3 au mondial. Oui, en 83, je suis 2e également en mondial. Vice-champion en 2,5. Oui, oui. Voilà. Donc bon, enfin, j'ai fait beaucoup de places sur le podium, que ce soit en course ou en championnat, mais une seule fois, j'ai gagné une seule fois en 500 et une seule fois le championnat du monde. Et puis j'avais un rêve, il faut bien le dire, c'était de faire de la course, d'accord, mais c'était de viser toujours plus haut.
Bon, à ce niveau-là, j'ai pas été déçu puisque je débute en 75 par la Coupe Kawa et dès 76, je suis confronté au plus grand Giacomo Agostini que je mets par terre dès mon deuxième Grand Prix quand même. Hein, incroyable. Tu te souviens, Jacques, peut-être que tu étais là Johnny Cecotto, Barry Sheen, qui sont tous mais vraiment de vrais amis, quoi. Donc, vous vous rendez compte, vous êtes votre première année internationale, première année, une seule année de course en France, et vous êtes contre Agostini, Cecotto, Baker, Roberts, Barry Sheen, mais c'est invraisemblable, invraisemblable. Et Zef, avec de pareils témoignages, de pareilles histoires, comment se fait-il que le livre n'ait pas 1000 ou 2000 pages? Mais parce qu'il y a plusieurs volumes à venir. Voilà. Christian, on va se revoir, en fait. Et Jacques aussi. Je voulais rebondir sur ce que disait Christian Saron, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel, et qui parlait de contraintes. Il n'aime pas les contraintes. Et en même temps, il a fait de la course pour se libérer des contraintes. Et je pense que peu de pilotes se sont mis autant de contraintes que toi, finalement, par la suite. Exactement, oui. C'est-à-dire que j'ai considéré, et je considère toujours que dans la vie en général, alors ce que je vais dire, c'est philosophique. Désolé, on est des émissions sport mécanique. Oui, c'est philosophique, c'est même social. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai toujours considéré que j'avais des droits. Des droits, c'était par exemple ma liberté, parce qu'à travers la course moto, je recherchais la liberté totale, celle de m'affranchir par exemple de mes peurs, de mes angoisses, mais également des devoirs par rapport aux fans, par rapport à tout le monde, par rapport aux autres. Et par rapport à moi-même aussi, ou à mes sponsors, ou à mon équipe. C'est un cas à part, Jacques. Oui, et en écoutant Christian, je réalise qu'il y a un facteur important à dire sur l'âge d'or des pilotes français. C'est qu'il y a eu, on dit que grâce à deux grands patrons qui ont été Xavier Maugendre chez Kawasaki et Jean-Claude Olivier chez Yamaha, ils ont permis à beaucoup de jeunes d'accéder à de très bonnes machines. Mais je réalise aussi, et on le sait, il y a deux personnes qui ont joué un rôle considérable dans le développement de la compétition pour les jeunes. C'est deux autres pilotes qui sont Patrick Ponce et Olivier Chevalier. Et moi, j'ai eu la chance de suivre la carrière de Christian de bout en bout. Et mon premier souvenir, c'est le paddock, je crois que c'était à Manicourt. Et Ponce était un passionné, et je le vois venir nous dire à tous, venez vite, il y a un mot, il va vite en Coupe Kawa. Bon, et on se précipite au bord de la piste, il y a Ponce, il y a Olive, il y a tout ça. Et je vois Ponce qui éclate de rire, qui nous dit, avec son humour froid, vous avez vu ce gars-là, il est postier. Ils ont vite leur lettre à Clermont-Ferrand. Et éclat de rire général, mais Patrick est là, et de ce jour, il ne lâche plus Christian. Ouais. Ce témoignage est incroyable, c'est ce qu'on trouve dans le livre. Tu as réussi à condenser peut-être, c'est très difficile, il aurait fallu beaucoup de place, mais c'est ce genre d'émotions, des émotions de vie très fortes, avec des hauts, des bas, des douleurs. Émotions de vie, et puis comme dit Christian, cette quête de liberté, parce que je pense qu'il faut associer complètement cet âge d'or, enfin cette montée en puissance des Français dans les années 70, à un espèce d'esprit aussi un peu, je veux dire, romanesque. De quête de liberté, de volonté de voyage, c'est des saltimbanques, d'où le Continental Circus. Alors qu'aujourd'hui, les pilotes sont des sportifs. Ne sont pas des motards. D'ailleurs, tu as commencé par rouler sur la route avant d'être pilote. Oui, j'ai roulé un petit peu sur la route. Mais on découvrait la moto par la route, ce qui n'est plus du tout le cas Ponce aujourd'hui. n'a quasiment pas roulé sur la route, Cheval non plus. Moi non plus. On découvrait un petit peu comme ça, quoi. On découvrait l'objet moto comme ça, par cette quête de liberté. Le moto était un outil de libération, comme tu viens de dire, de libération. Je voudrais, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Messieurs, vous allez être d'accord avec moi, je le sais, mais il y avait une vraie différence entre la course d'alors et la course d'aujourd'hui. À l'époque, nous étions des jeunes adultes qui étaient des self-made men, c'est-à-dire que voilà, on faisait tout par nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais même voulu de manager, d'entraîneur, de coach, rien. Personne ne m'a jamais conseillé sur comment prendre une trajectoire, comment piloter une moto. Je ne sais même pas comment c'est comme il fallait. Vous vous en rappelez peut-être, je déhanchais même pas du tout, alors que les Américains déhanchaient beaucoup. Donc il a fallu que j'apprenne ça, mais tout seul, en ayant déjà quelques années de carrière. Et c'était vrai pour beaucoup d'autres pilotes. Pas tout le monde, il y avait quelquefois un père qui avait fait un peu de course ou un cousin. Moi, c'était carrément personne. Et j'ai voulu que ce soit comme ça. Aujourd'hui, les gens sont entourés, mais comme jamais, même dans le sport moto. C'est-à-dire, il y a... Tu dis ça, mais Zef a évoqué le mal français, puisqu'on dit que le mal français, de gens qui n'arrivent pas à gagner. Une année, Estrosi a été en tête du Grand Prix de Hollande, sous la pluie en 500, et il est tombé alors qu'il avait un boulevard d'avance. Moi, j'avais mené une petite enquête auprès des Anglais, et en leur demandant... Et j'avais écrit et dit à l'époque que ce qui manquait aux pilotes français,
c'était d'avoir été suffisamment longtemps en tête d'un Grand Prix pour apprendre à gérer la pression d'être en tête d'un Grand Prix. Et aussi bien Christian que Eric Saul m'étaient tombés dessus. Mais Bubu, tu dis des conneries, qu'est-ce que c'est que ça? Et quelques années après, les deux mêmes m'ont dit, tu sais Jacques, avec le recul, on pense que tu avais raison. Mais je ne l'avais pas inventé, moi j'avais demandé aux autres. Et Barry en particulier, qui était mon grand pote, m'avait dit, mais eux, nous on sait qu'on a cet avantage psychologique. Parce que eux, ils n'ont pas été assez longtemps en tête. Et si on les pousse derrière, on sait qu'on peut les faire passer un peu au-dessus de leur pont. Non mais là je veux répondre à ce que dit Jacques. Allez, alors je voudrais dire d'abord que je crois que des tours en tête de Grand Prix, j'en ai fait suffisamment. Tu as appris, Christian, mais pourquoi c'est clair. n'es-tu pas venu me dire et me conseiller, me donner ce conseil-là avant? Je peux te dire une chose, quand je Christian. courais, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Eh bien, Parce que tu l'as pas écouté. Christian, je vais essayer de te je vais te rafraîchir la mémoire avec une anecdote, je ne sais pas s'il pourra la garder, que tu as oubliée. Oui. J'étais très proche de Spencer. Ici, en 85, le vendredi aux essais, il était d'humeur exécrable. Le samedi aux essais, il était d'humeur exécrable. Je suis allé voir ces mécanos, j'ai dit, putain, Freddy, il est insupportable. Il me dit, il a peur de se faire battre demain. Je dis, quoi? Comment? Et ils me répondent, il y a tellement de boss qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec sa moto. Je te jure, Christian, tu ne t'en souviens pas. Je viens te voir le dimanche matin, j'essaye de te dire, reste calme, tu l'as à ta botte, Freddy a peur des boss. Et toi, t'es hyper excité, excuse-moi, mais tu devais le gagner celui-là. Oui, mais c'est quand même pas de ma faute si sur ma trajectoire il y a un pilote à qui on met un tour. Quasiment un tiers de course. Mais oui, mais t'as encore 4 mais tours Jacques, pour reconnaître moi j'ai même Spencer. pas vu dans Voilà. mon champ de vision. C'est fabuleux. On pourrait disserter des heures et des heures. Je vais être obligé parce qu'on a d'autres pilotes à inviter et des histoires. Je sais que vous êtes intéressés. Parce que j'ai eu la chance de voir Christian battre Yohara à Hockenheim. Alors on revient, Hockenheim 77, c'est son 5e Grand Prix ou 4e Grand Prix. Et Hockenheim, ça va vite. Et il y a un japonais inconnu avec une Kawasaki d'usine. Et pof, notre Saron nous le fait au dernier tour. Et quelques années plus tard, pareil sous nos yeux, et en avant pour Spencer. Bon, Jacques, tu aurais pu m'aider parce que maintenant, je l'avoue, je le disais pas, mais je l'ai toujours su, j'avais un complexe d'infériorité, en particulier par rapport aux Américains. C'est vu au Castellet aussi, après quand tu étais derrière la gamme d'usine. Derrière l'Ossot. Alors pour cette rubrique Garage Prod, et on pourrait en faire des tonnes ici à l'Iron Motors, on est avec Raspo. Tu vas bien? Ouais, ça va, écoute. Ouais, super. Super. Bon plan, beau soleil, ça va. Et ouais, le soleil, ça y est, il arrive enfin. Ouais, ça vient. Et Raspo, qui a amené des super motos, des très belles machines, mais dis donc, tu ne nous avais pas habitués à ce noir et or. Moi, j'ai vu des prépas beaucoup plus modernes, beaucoup plus, hard, punchy, ouais. hein, Ouais. Notamment sur les Z Ericsson 100, 1200. C'était un spécialiste de ça. J'étais un spécialiste. Bon, je suis toujours, il y a toujours la marque me suit, j'ai toujours le 4 Kawa dans le dos, je fais rien pour le retirer d'ailleurs, mais bon, je suis comme tout le monde, je vieillis, je prends un peu de bouteille. Et puis il y a aussi que je surfe sur les tendances de la vie actuelle. Donc je suis passé, parce que tu as connu des motos un peu hard, on a fait la Jobar One, on a fait la Monster Ice, enfin bon, diverses courses avec des bécanes gavées de chevaux. Je suis passé par la mode des cafés raceurs, des scramblers, etc. Ouais. Bon, maintenant, ça tombe un petit peu en désuétude, il y en a encore, mais bon. Et puis là, je suis plus dans ces motos-là, le néo-rétro, ou alors vraiment là, du vintage, la remise en forme. Là, deux belles machines. Alors là, magnifique Martin. Voilà, un Martin Kawa, base 1000J, quitté en 1135. Comme à l'époque. Comme à l'époque, hein, c'est des chiffres clés de l'époque. Ah ouais, c'est des chiffres clés de l'époque. Magnifique avec cette selle avec le béquet, le dosseret avec le béquet, la selle blanche, c'est vraiment le truc d'époque, hein, les selles blanches. Hein, aussi, hein. Là, mine de rien, il y a presque un an de travail quand même. Hein. Un an de boulot, elle a été refaite, démontée entièrement, refaite entièrement, les chromages, toutes les pièces. Tout le cadre chromé et tout. Hein. Ah ouais, tout a été refait de A à Z. Et alors, tu as réussi à trouver un vieux Martin d'époque. Oui, alors là, voilà. Alors, ça sonne, ça. Hein. Ça sonne. Et puis, par contre, la difficulté, c'est effectivement de trouver les pièces. Alors, les pièces mécaniques, ça va encore. Après, il y a toutes les pièces vraiment Martin de l'époque, ça devient un petit peu compliqué. Jusqu'à la pédale de frein, Martin. Les roues, les roues Martin. C'est le vrai 1135 de l'époque. Et puis après, je tombe dans ce qu'on peut appeler le néo-rétro. Bon, ça, c'est une petite tendance qui marche bien en ce moment. En fait, c'est un 1000J de 1982 que j'ai refait entièrement. Le moteur est complètement... Oui, je t'en prie. S'il te plaît. Le moteur a été refait entièrement. Sauf que on vit quand même des époques modernes. Donc j'ai voulu mettre des trains roulants modernes, j'ai voulu mettre des freins modernes, des vrais pneus, un pneu en 180, un pneu en 120, des roues en 17, une vraie fourche, tu vois.
pour avoir une moto, tu te rappelles à l'époque ces motos, ça allait tout sur droit, quoi. Le cadre il saucissonnait un peu. J'ai commencé, ma première moto c'est un Z400F, voilà, 84, voilà. Cette génération-là. Donc du coup, j'aime bien cette idée de néo-rétro. En fait, j'apporte une touche de modernité, de sécurité à une moto relativement ancienne avec une gueule, quoi. Ça, je trouve que ça a une gueule, tu vois. Ah, c'est sûr que ça a une belle gueule. Hein. Tu as trouvé des petits clignotants qui rappellent la forme d'époque. Comme à l'époque, mais beaucoup plus petits. J'ai vu que les commandes étaient quand même à circuler. Hein. Ouais, c'est à circuler, ouais. Et là, on garde un esprit de peau d'époque. Hein. Voilà, ouais. Même si ça, c'est une refabrication moderne, mais on reste dans l'esprit de l'époque. Ouais. En fait, c'est ce mélange que j'aime bien. J'aime bien ce mélange. Et puis, tu sais, à l'époque, on faisait déjà les prépas des carburateurs avec les KN, tu vois. Voilà, j'aime bien ce mélange-là. Et ça, c'est ta moto, tu t'en sers, la preuve. Oui, je m'en sers. J'ai même une prise USB, je roule un peu avec. Voilà, c'est fait pour être utilisé. Une moto, c'est fait pour être utilisée. Génial. Voilà. Écoute, il y a tellement de choses à voir. On va y aller. Ça fait plaisir de te revoir là. Puis on a hâte de voir les autres prépas parce que tout ça, c'est joli. Voilà, sur les autres salons. Salut, ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Pour cette rubrique Web Atelier, on est avec Alex, le chef d'atelier. Salut Alex. Salut. Salut. On va parler du Smart Clutch System, le fameux SCS, ce système qui permet de passer les rapports sans débrayer. C'est pas comme un shifter, il y a un shifter, mais là c'est encore un nouveau système qui rend la moto quasi automatique. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors le fonctionnement il est assez simple. En fait on a un disque qui est un disque centrifuge en plus de l'embrayage classique avec des masselottes à l'intérieur qui fait sur la force centrifuge s'écarter ces deux parties externes du disque et qui va travailler comme un embrayage automatique sur la base. Alors ça fonctionne comme un embrayage classique, on a le choix de l'utiliser ou pas, mais si on ne l'utilise pas, l'embrayage est tout à fait normal. Exactement, c'est exactement la même chose qu'un embrayage classique. Alors, on va continuer à découvrir Envie de rouler en parlant de la gamme de motos disponibles. Il y a un large choix. Jean-Marc, on va d'où à où dans la gamme Honda? Je crois que tu peux tout faire. Aujourd'hui, tu peux partir donc sur un scooter, aussi bien sur un 125 PCX, en allant sur un 125 Forza parce que tu as besoin d'un petit peu plus de volume pour l'emport. Ensuite, une chose que l'on a en location et qui est assez surprenante, on a une 125 CBR. Ou la CB 125R qui est aussi le premier modèle de la Sport Neo Rétro Sport Café et qui fait qu'on se retrouve vraiment avec une demande. On a de la 125, on a de la 300, là on a de la nouvelle 650. L'anecdote, c'est déjà la deuxième que l'on met à Tours parce que la première est arrivée au terme des kilomètres donc on l'a changée. Ensuite on passe un peu sur la 1000, pareil, CB 1000R. On a de la demande beaucoup sur l'Africa Twin parce que là en plus avec l'arrivée des vacances les gens ont envie de partir à deux, d'avoir des valises et tout. On a de la demande sur l'XADV, donc c'est le scooter qui est derrière nous pour une certaine mobilité et puis le produit phare de la gamme c'est la Goldwing où on peut effectivement passer une semaine, 2 semaines. On est vraiment sur de la grosse location là. C'est un moyen assez fabuleux de faire découvrir la gamme, de la rendre accessible à tout le monde. Alors on connaît le Honda Dreams Tour qui est le camion itinérant qui propose la gamme à l'essai sur les événements ou les concessions. Mais là, partout. C'est un outil extraordinaire pour la notoriété, c'est un outil pour découvrir les nouveaux produits. Et nous, on considère effectivement, au-delà de cette mobilité qui est une réalité pour le client, pour nous, c'est un outil de promotion aussi extraordinaire. Ça nous permet de vraiment partager avec les futurs clients la qualité de nos produits. Comment ça va se passer avec Europcar? Dans combien de points de vente, pour l'instant, on peut retrouver Envie de rouler et ces motos Honda? Alors, ces motos Honda et ces scooters, actuellement, nous les trouvons dans 8 agences qui sont réparties entre la région parisienne et le sud. Alors, on aurait pu faire beaucoup plus, mais ce que l'on s'est dit, c'est on va commencer petit, mais pour être sûr de bien faire. Donc d'avoir un accueil personnalisé, il faut également former les collaborateurs, il faut avoir les infrastructures qui étaient prêtes. Donc avec Jean-Marc et Fabrice, c'était de se dire, voilà, on va commencer avec 8 agences et ensuite regarder, en fonction du volume d'activité, de quelle manière on va élargir le réseau pour apporter des solutions de mobilité. Alors pour réserver, Jean-Marc, tu as développé aussi une application. Oui, je pense que c'était indispensable parce que
ce qu'il fallait, c'était pouvoir apporter une certaine facilité aux clients qui peuvent choisir. Et parfois, quand je regarde le retour des locations qui se passent, j'en ai qui se passent à 2 h du matin. Donc ça veut dire qu'avec l'application, les gens le font n'importe où, n'importe comment. Ils ont la garantie d'avoir vraiment le véhicule qu'ils ont loué à disposition le jour où ils ont choisi, au départ de l'agence qu'ils ont choisi. Donc c'était indispensable de travailler un petit peu avec l'air du temps. Aujourd'hui, tout se passe par les applis. Je ne veux pas dire qu'on va de moins en moins sur Internet à travers un poste informatique, mais tout est rendu beaucoup plus facile avec ces applications. Donc c'était le point d'orgue de cette mobilité. Alors, sur le plateau, là, on voit bien sûr les Goldwing qui sont disponibles à la location, les XADV, on sait qu'il y a du scooter, de la 125, mais au fond, je vois une CBR piste, équipe de piste, toute préparée, full all-ins. Me dis pas que ça, on peut la louer si envie de rouler. Mais si, parce que, encore une fois, je te disais tout à l'heure, envie de rouler, pour moi, c'est vraiment une émotion. On ne peut pas se cantonner, on va dire, qu'à la mobilité, parce qu'effectivement, le cœur de cible, c'est le volume, c'est la mobilité, c'est redonner envie aux gens de rouler, mais on va jusqu'à la journée piste, c'est-à-dire que nous, à travers les structures Team de l'État, on peut faire de la location de moto de piste pour une journée sur circuit, mais on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une demande. Et on s'aperçoit que quand on fait des journées pistes, on a 8, 9, 10 motos qui sont louées pour ça. Donc ça s'est fait tout naturellement, où les clients, alors il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui préfèrent louer soit un roadster, alors on va leur mettre une 650 à disposition, soit ils veulent monter sur une sportive, alors ça va être un 1000 CBR ou une 650, mais derrière, il y a quand même des gens qui me disent « Mais Jean-Marc, j'aimerais encore avoir un peu plus de sensations. » Et la CBR 1000, c'est incroyable. Ça veut dire aussi que de la sportive est disponible, les CBR sont disponibles, j'ai envie de rouler. Et oui, c'est un pari aussi quand même de mettre des sportives à la location. Bien sûr, et ça permet justement de dynamiser aussi une activité sur laquelle aujourd'hui la majorité des clients de ce type de machine vont sur la piste. Roulent plus énormément, on va dire, sur la route. Donc le fait d'avoir justement combiner la passion du modèle avec la piste, c'est relativement rare. Quand je parle du Tourist Trophy autour de moi, ceux qui connaissent ne sont jamais indifférents. Alors il y a les expressions d'admiration, pour ceux qui aiment ça, et puis souvent, parmi les amateurs de sport mécanique même, j'ai une moue un peu dubitative, voire parfois dégoûtée, sous prétexte que c'est une course dangereuse, beaucoup ne veulent pas en entendre parler ou regardent ça de loin. Il est vrai que chaque année sur l'île de Man, c'est une course dangereuse de Tourist Trophy, l'île de Man est la course qui paye le plus lourd tribut en termes de mortalité et de proportion. Cette année, c'est un pilote du nom de Daley Mattison qui a laissé la vie lors de la course Superbike au 4e tour. C'est une approche particulière, c'est-à-dire que tous les pilotes qui font cette course assument ce risque, connaissent les risques, un peu à la manière de ceux qui gravissent l'Everest ou qui s'engagent dans une course à la voile telle que le Vendée Globe, et eux sont perçus comme de véritables aventuriers, des guerriers des temps modernes. C'est un peu comme ça que moi, je perçois les pilotes du Tourist Trophy, à milieu de la perception d'inconscient que certains voudraient leur accoler. Il se trouve que la moto et les sports mécaniques ne font pas partie des sports les plus dangereux. Les derniers chiffres relevés par l'Institut de veille sanitaire remontent certes à il y a une dizaine d'années, c'était en 2010. L'Institut de veille sanitaire avait fait une comparaison des sports à risque en France. Et alors, par groupe de sports, c'était la montagne, les sports de haute et moyenne montagne qui regroupaient le plus de décès avec 40%. Alors ça comprend l'alpinisme, le ski de randonnée, le ski alpin, le snowboard, mais aussi le base jump ou l'escalade. Après, il y a un autre sport qui arrive juste derrière, toujours en pratique sportive et non pas en loisir. Ce ne sont pas les sports mécaniques, ce sont les sports aquatiques, la plongée, le kayak par exemple, qui est le sport qui regroupe en proportion par rapport au nombre de licenciés qui est le plus à risque, mais aussi la pêche avec notamment les noyades, mais aussi les arcs électriques provoqués par les cannes à fibres qui provoquent un arc électrique avec les lignes à haute tension. Ensuite, ce ne sont toujours pas les sports mécaniques, mais c'était les sports chasse et sport d'armes, donc évidemment la chasse avec les accidents qu'on peut imaginer, les accidents fatals qu'on peut imaginer. C'est seulement après qu'arrivent les sports mécaniques, mais pas sur Terre, les sports tels que l'avion de voltige ou l'ULM, avec 9% des décès, 11% des décès chasse et sport d'armes, 9% donc des décès air moteur,
Et on arrive seulement au sport mécanique, donc quad, auto, moto, avec les pratiques sur tout terrain ou vitesse, avec 9% des décès. Arrivent ensuite les sports air sans moteur, comme le parapente, parachute, kitesurf. Voilà. Donc le Tourist Trophy de l'Île de Man est évidemment la course la plus emblématique en termes de course à risque. Mais encore une fois, les chiffres parlent et les préjugés demeurent, hélas. Pour moi, le Tourist Trophy, ce sont des gladiateurs des temps modernes qui assument le risque. Cette notion de risque assumé, elle est très importante et elle fait partie intégrante des sports mécaniques.